que donc les signaux faibles de nature. Nous sommes passionnés, comme tous les gens du Sud. Il faut simplement bâtir un processus d'innovation sur ces caractéristiques endogènes qui se trouvent adaptées au monde plus ou moins chaotique d'aujourd'hui. Donc nous sommes il faut le savoir. Donc si tu permets d'aller peut-être très simplement par rapport à cette première partie, ce que tu nous dis, on est en retard, on est 66e mondial, on a un PIB qui fait une taux de croissance très faible, autour de 3%, insuffisant pour créer suffisamment d'emplois, créer suffisamment de richesses pour absorber tout ça. Mais ce n'est pas une fatalité parce qu'on a la capacité, en capitalisant sur ce qui nous définit proprement, intrinsèquement, notre culture, notre manière de faire, on a les bases pour être innovant et accélérer la croissance. C'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Très bien. Alors, nous sortons de tout cela quelques principes que vous pouvez retrouver dans le livre Genji Génération Innovation Métiers locaux, parce que nous développons ces principes pour inspirer des démarches d'entrepreneuriat qui soient d'abord marocaines, qui reposent sur ces caractéristiques endogènes. Pourquoi? Parce que pour que ce soit une innovation pour le reste du monde, il faut qu'elle soit spécifique, copier mais pas innover, et puis qu'il soit à bas coût, frugal. Pourquoi? Parce que nos ressources sont limitées. Nous n'avons pas les moyens des États-Unis pour faire des Silicon Valley ou autres. Donc il faut que ce soit marocain et frugal. Donc ce sont ceux-là nos principes que l'on peut passer en revue assez rapidement, éventuellement dans les questions-réponses on pourra revenir. Il s'agit de décomplexer et acculturer notre approche de l'innovation. Innover, c'est créer, on l'a dit tout à l'heure, et on ne peut pas créer avec la culture de l'autre. La création est un processus extrêmement intime qui doit reposer sur... Donc il faut acculturer l'approche de l'innovation. Cette notion de décomplexer est très importante, c'est-à-dire que c'est une sorte de plafond de verre. Et décomplexer, c'est aussi accepter l'erreur. Parce que innover, c'est fatalement, c'est ce que disait Tarek tout à l'heure, c'est essai, erreur, ajustement. Et donc, on doit d'abord promouvoir cette culture-là, c'est le premier principe de Genji. Absolument, qui rejoint le second, comme vient de le dire, c'est-à-dire renforcer notre agilité. Pourquoi se réconcilier avec l'erreur? Pour que essai, erreur, ajustement fonctionne, il faut bien mettre erreur au milieu du processus et le traiter comme une simple information dans un processus d'apprentissage. Et si on se réconcilie avec l'erreur, forcément on se réconcilie avec le risque, parce que c'est quoi le risque si ce n'est pas la peur de faire une erreur? Pensée circulaire, rien ne doit se perdre, tout se transforme. Exploiter notre empathie endémique avec nos communautés et faire comme les entrepreneurs Jugad en Inde qui arrivent à créer des business, de la valeur, de la richesse grâce à leur empathie avec les communautés les plus fragiles dans une relation gagnant-gagnant. Et puis, introduire dans tous nos systèmes de décision, de traitement des problèmes, d'innovation, etc., quelques principes de la responsabilité, la simplicité, la transversalité, la subsidiarité et bien sûr l'intelligence collective. Nous allons certainement revenir sur ces aspects. Donc, c'est trois types d'implications pour ces principes-là, des implications culturelles, entrepreneuriales et pour l'organisation des grandes entreprises. Si vous voulez, on va passer rapidement l'un après l'autre. Donc, pour les implications culturelles de l'approche Genji, notre première recommandation, effectivement, est d'adopter la Genji attitude, d'être Genji. Et cela appelle bien sûr l'application des principes dont on a parlé tout à l'heure. Ça fait l'objet d'un séminaire à plein temps. J'espère qu'on aura l'occasion de... Et d'ailleurs, l'ouvrage par l'auteur reprend chacun de ces principes de manière très détaillée avec des exemples. Pour les gens qui sont intéressés par la lecture, c'est vraiment un ouvrage très intéressant qui pose vraiment le cadre. Et c'est chacun de ces 10 principes, parce qu'il y en a 10 à la base, qui ont été dans le volume 25, sont suffisamment documentés sur ces pages. Sachant que les droits d'auteur de l'ouvrage vont à la fondation, pour être clair, pour financer la fondation. Donc, et pour migrer vers la Genji attitude, il faudra changer notre rapport au changement, si je puis dire. Et pour cela, quelques principes, là encore,
vis-à-vis du changement. Épictète disait rien n'est permanent sauf le changement. Et donc la première des choses, il faut modifier notre perception du changement. Il ne faut plus considérer le changement comme une menace, mais comme une opportunité. Un proverbe chinois dit que lorsque le vent se lève, certains construisent des murs pour se protéger du vent, d'autres des moulins à vent pour exploiter le vent. Rompre avec l'habitude, rien n'est plus mortel pour l'innovation et même pour l'entrepreneuriat que le confort de l'habitude. Il faut réhabiliter l'audace. L'audace n'est pas de ça. Quand un enfant est audacieux, il faut le récompenser, l'encourager, non pas le punir. Donc l'audace doit être appréciée, valorisée, même si elle perturbe, même si elle bouscule. Refuser la fatalité, mot fatal, si je peux dire la fatalité, parce que non seulement il est possible de transformer le monde, mais souvent nécessaire. Et surtout, si on ne le fait pas nous, d'autres le feront à notre place et nous serons suivre. Et nous retomberons dans ce qu'on était dans l'ère pré-moderne. L'appétit pour le risque, nous en avons parlé. En finance, ceux qui font de finance, on nous apprenait dès les premiers cours, c'est qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Et que la rémunération de l'actif sans risque, c'est le taux d'inflation, qui compense juste la dépréciation de l'actif. Mais si vous le gagnez, il faut prendre des risques. Les Américains ou les Anglo-Saxons disent no risk, no reward. C'est ça. Si je ne prends pas de risque, là, je ne prends pas de risque. Ça sauve. Exactement. Exactement. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, prendre des risques, c'est prendre le risque d'échouer. Et échouer, c'est apprendre. C'est apprendre. Donc, le dernier point, l'apprentissage, tout au long de la vie, c'est le concept de mobication, qui est important, que vous devez intégrer. C'est une contraction de mobilité et d'éducation, mobication, et donc c'est une mobilité rendue nécessaire aujourd'hui par l'accélération de l'obsolescence du savoir, des métiers, etc., grâce à une éducation durant toute la vie. Les nouvelles technologies le permettent, mais c'est surtout une compétence qui est d'apprendre à apprendre. Et s'il y a une compétence à transmettre à nos enfants, c'est celle d'apprendre à apprendre par soi-même. Apprendre à désapprendre et à réapprendre. Et il y a une étude, je pense, du World Economic Forum, il y a les années 90, peut-être les années 90, quand on apprenait une compétence, elle était utile pendant 15 à 20 ans, en moyenne. En 2010, c'est passé à 7 ans. En 2022, qui était la dernière donnée, donc on est obligé d'apprendre tout au long de la vie, mais d'apprendre à réapprendre, ce que tu disais, mais à apprendre à désapprendre. Désapprendre les et ça, effectivement, ça nous permet peut-être de passer à la section suivante, qui est quelles sont les implications pour les entrepreneurs. Absolument. Quelles sont de la culture, mais concrètement, pour le monde d'entreprise. Absolument. Alors, pour les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, quelques recommandations de cette culture Genji, ce modèle Genji. Et la première des leçons, c'est que la raison d'être d'un entrepreneur n'est pas de lever des fonds. Malheureusement, l'écosystème occidental, qui nous a appris beaucoup de choses, et il faut les apprendre maintenant, ce système occidental, il apprend que les premières années de l'écosystème occidental d'une start-up, ça doit être financé par des levées de fonds. Poussé à l'extrême, le raisonnement dit premières 5 ans, ce n'est rêve les levées de fonds. Certains entrepreneurs ont constitué des chaînes de Ponzi. C'est-à-dire qu'ils lèvent de l'argent pour faire sortir les investisseurs précédents, sans créer de la valeur dans la boîte. C'est qu'il y a un détournement de la mission du venture capital, du capital risque. Donc cette logique est dangereuse. C'est la logique licorne. L'objectif, c'est de devenir une licorne, c'est-à-dire avoir levé $1 milliard. C'est ça. Non, j'ai dit que ce n'est pas ça l'objectif d'un entrepreneur. L'objectif d'un entrepreneur, c'est de créer de la valeur et on verra comment. Et puis, ce qui est dangereux avec cette logique, de commencer tout de suite avec un investisseur en capital, c'est qu'il n'a pas les mêmes intérêts que vous. Un investisseur, j'en suis un, mon objectif, c'est de faire un rendement dans une période de 4-5 ans.
de 4-5 ans et de sortir, parce que j'ai des investisseurs à qui je dois remonter. L'entrepreneur, surtout au début, a une logique de très long terme. De très long terme. Et donc on peut diverger sur le... Et ça peut tuer l'entreprise, ces désaccords entre fonds et d'ailleurs, j'ai vu ça. Et puis dans un monde VICA, on a vu les crises récurrentes vont se multiplier. Et chaque fois qu'il y a une crise, on en a vécu beaucoup, les subprimes, le Covid, l'Ukraine, etc. Chaque fois, la valeur sur les marchés des startups, la valeur des licornes commence par s'écrouler, et autour d'elles, toutes les startups du secteur, leur valeur s'écroule et n'arrivent plus à lever des fonds. Et si elles lèvent, elles sont diluées, parce que leur valeur est ramenée quasi zéro. Donc, si vous levez 100, vous donnez les clés de la boîte, à celui qui investit. Les entreprises qui survivent, c'est celles qui, dès le départ, ont en tête de créer de la richesse, c'est-à-dire de maximiser les ventes et de réduire les charges, les maîtriser pour créer une marge qui est l'EBITDA positif. C'est le modèle Genji qui est basé sur une longue expérience d'accompagnement. Vous avez vu le parcours de Reda, modestement le mien. Nous avons accompagné d'une manière ou d'une autre start-up marocaine dans l'écosystème marocain et on va vous donner quelques recommandations qui se basent sur cette expérience. Alors tout d'abord, quelques règles. Vous constaterez qu'on aime bien les 5, c'est ça, les 5 règles de l'entrepreneuriat. Ce que nous avons pu constater, c'est que c'est souvent ce qui réussit, l'innovation réussie, elle vient d'une maîtrise du secteur. Elle vient généralement d'un professionnel qui a décelé une faille sur un marché qu'il pratique depuis longtemps et qui apporte une solution. Rarement, ce sont des gens qui ont eu des intuitions de marché qu'ils ne connaissent pas ou qui ont copié, qui ont réussi des choses. Deuxièmement, je ne m'attarderai pas, mais c'est quand même garder en tête que le choix des premiers clients et des premiers partenaires est fondamental pour la suite. Puis, aller très vite sur le marché. Beaucoup de startups, malheureusement, restent dans leur coin, dans leur laboratoire psychique, j'allais dire, à développer des fonctionnalités, des machins, et à gaspiller beaucoup d'argent avec les premières levées, que ce soit auprès des structures d'accompagnement ou le love money, la famille, à dépenser pour améliorer quelque chose qui est dans... Et quand elles vont au marché, elles découvrent que ce n'est pas ce que veut le marché, et il est déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. C'est pratiquement, il faut jeter et repartir. Donc ce que nous préconisons, c'est d'aller très vite. Dès que vous avez un début de quelque chose qui peut rencontrer le marché, il faut y aller. Pourquoi? Pour essai, erreur, ajustement. Et c'est ces startups-là que j'ai vu réussir plus que ceux qui viennent avec la meilleure idée du monde sans avoir testé le marché. Et puis la réactivité, il faut agir très vite. Ce processus essai, erreur, ajustement, il ne faut pas l'étaler sur ça doit être des itérations courtes et répétées. Beaucoup de startups, malheureusement, viennent nous voir quand c'est trop tard, qu'il y a un point d'inflexion, elles n'ont pas réagi très vite. Et puis, maximiser les bénéfices, on l'a dit toujours. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il faut créer de la richesse et donc des fonds propres, parce que cette richesse, c'est des fonds propres, qui va rassurer vos salariés d'abord, salariés rentrent rarement dans une boîte où il n'y a rien, et qui va rassurer vos fournisseurs, vos structures d'accompagnement et demain vos investisseurs en capital. Alors pour l'optimisation de l'action, vous voyez ta grande après, est-ce que je peux te demander de passer aux exemples directement et qu'on voit très bien. On voit les learnings, les leçons, c'est ça, les solutions à travers les exemples. D'accord, très très bien. Le premier exemple. Ça, c'est des exemples concrets. Big Pharma en 2 mots. C'est une plateforme qui met en relation les pharmacies, les grossistes et les laboratoires. Big Pharma, avant d'avoir fini toutes les fonctionnalités de l'écosystème, au lieu d'aller tout de suite chercher des levées de fonds, a commencé à vendre la fonctionnalité pharmacie chez les pharmaciens qui leur permet de gérer leur stock, leurs relations avec les grossistes et les commandes, etc. Et donc elle a mis de l'argent en plaçant alors que ce n'était pas encore finalisé. Wigo, c'est une plateforme qui vous aide à construire votre parcours quotidien entre marché, bus, tramway. La mobilité, c'est-à-dire vous êtes un point A, un point B. L'application permet de me donner les schémas possibles. Régulier, voilà, il faudrait tomber ça de la ligne tel point, sachant qu'on a un système de transport public, transport urbain et interurbain qui n'est pas connecté naturellement.
Et donc, ils ont apporté cette solution. L'ONCF aussi. L'ONCF, les compagnies de bus. Vous voulez prendre un taxi, c'est la recommandation. Sinon, tu peux te toucher pendant 10 minutes et ainsi de suite. Ou tu peux te Exactement. Très payé. Très payé.